Marie se présente à vous, à la fois tourmentée et stupéfaite par la perspective de ce qui semble être pour elle le jugement dernier. Toutefois, avant cela, ma cliente voudrait s'absoudre de ses prétendus péchés en vous confessant intelligiblement, par mon intermédiaire, la raison de son actuelle incrimination. Les faits sont là. La conclusion est irréfutable. Oui, Marie s'est adonnée à la pratique de la gestation pour autrui. Et c'est là une évidence qui ne mérite ni la clameur des uns, ni l'excès d'opprobre des autres. Pendant les 36 semaines de ce cycle merveilleux qu'est la grossesse, Marie a porté en son sein l'enfant d'un être avec qui, au regard du dossier de l'accusation et en dépit des élucubrations de mon confrère, elle n'entretenait pas même l'ombre d'une relation, quelle qu'elle soit. Pourquoi en aurait-il été autrement? Marie et Joseph, son mari, s'aimaient d'un amour véritable, et chacun de leurs proches pourra en témoigner. Mais revenons-en à cet enfant, à cette conception, oserais-je même dire, à cette immaculée conception. Qui s'en plaindrait, si ce n'est le ministère public? L'acceptation de Marie de porter cet enfant à titre gracieux, selon les loyaux témoignages des apôtres qui l'ont côtoyé, ne justifie nullement sa comparution devant vous. En premier lieu, parce que cet enfant sera chéri et son intérêt pris en compte. Son père biologique l'aimera, malgré la complexité de leur relation, et Marie l'élèvera en tant que tutrice, le préparant à accomplir ses desseins et l'aidant de la sorte à s'épanouir. J'attire d'ailleurs votre attention sur le comportement du personnel des services sociaux, qui n'a pas manqué de s'esclaffer lorsque Marie a annoncé être enceinte du Seigneur. Madame la préfète, est-ce là une attitude normale? Non, nous sommes bien d'accord. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Contrairement à ce qu'énonce l'article 16-7 du Code civil, ce ne sont pas les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour autrui qui sont nulles. C'est le tortueux cheminement qui a abouti à cette hérésie, froide, cruelle, qui contrevient à nos libertés, pourtant si fièrement proclamées. Marie, contrairement à beaucoup d'entre nous, avait foi en sa propre utilité. Une utilité qu'elle a mesurée à l'aune de l'aide qu'elle pouvait offrir à une personne, souhaitant de tout son être un enfant, mais ne le pouvant point, l'intraitable réalité naturelle coupant court à ses envies. En cet instant, des scélérats, des félons, des renégats se meuvent partout sur le globe. Mais je peux l'affirmer, sans l'ombre d'un doute, il existe un lieu dans lequel n'est présente aucune délinquante cruelle et mesquine. Ce lieu se trouve juste là, derrière ces quelques centimètres de verres assassins, le box des accusés, ne contenant rien d'autre qu'une innocente apeurée. Cet enfant, répondant au doux nom de Jésus, a été désiré. Désiré par une entité dont on ne sait pas si elle est même faite de chair et d'os, dont on ne sait pas si elle se trouve dans une situation d'infertilité sociale ou naturelle, mais profondément désirée tout de même. Au XVIIe siècle déjà, John Locke nous parlait de l'habeas corpus, c'est-à-dire, en quelques mots, de la libre jouissance que chacun doit avoir de son corps. En l'espèce, c'est ce dont il est question, d'une femme qui a donné librement et volontairement son consentement, et qui, une fois encore, et comme bien d'autres femmes, doit faire face à des problèmes que les hommes ne rencontrent pas. Cette décision, c'était pourtant rationnellement la meilleure chose qui pouvait arriver à tout le monde. À Marie, qui voyait son désir d'altruisme pleinement satisfait, et qui n'aspire désormais qu'à une sérénité d'esprit et à un calme de vie
que vous lui refusez. À notre Père, qui est aux cieux, comme le dit la bien connue prière dominicale, mais qui a surtout pu réaliser son rêve de parentalité uniquement au prix de l'illégalité. Il va être difficile de le poursuivre, me direz-vous. Enfin, à notre nouveau-né, qui grandira avec l'assurance d'avoir été ardemment désiré. Un enfant qui, j'en suis convaincu, sera du pain béni pour qui voudra bien saisir la main bienveillante qu'il tendra aux plus démunis. Qui déplacera des montagnes, qui ouvrira peut-être même la mer en deux comme le fit jadis Moïse, son aïeul. Quoi qu'il en soit, l'humanité, et je dis bien l'humanité, aura toujours besoin de quelqu'un capable de transformer l'eau en vin. En vérité, la gestation pour autrui n'a jamais été un problème pour notre société. C'est au contraire une solution à bien des maux qui nous rongent. Légiférer en faveur de la gestation pour autrui, ce serait éviter la marchandisation, le marché noir que l'on connaît et que l'on nie. Légiférer en faveur de la gestation pour autrui, c'est avoir la certitude que toutes ces femmes qui font un prêt de leur corps par pure charité seront assistées par des professionnels qualifiés. Voyez-vous, le déclin est difficile à mesurer, surtout quand il touche notre environnement proche. À la base de ce déclin qui nous guette, il y a d'abord notre crispation déraisonnée sur des valeurs aujourd'hui hors d'âge. Et il y a notre mode de pensée, qui insiste davantage sur les erreurs et les imperfections plutôt que sur les succès et les points forts. Albert Einstein, dont la clairvoyance n'est plus à démontrer, a dit naguère que le monde ne peut être changé que si l'on change notre façon de raisonner. J'ajouterai à cela que chaque processus, qui n'en est qu'à ses balbutiements, comporte son lot d'imperfections. Le processus, certes inédit, de la gestation pour autrui, n'échappant pas à cette règle. Ces imperfections, qui nous semblent si détestables, il ne tient qu'à nous de les corriger. Notre devoir moral collectif, c'est de faire en sorte que ce qui est aujourd'hui un sentiment de déclin ne devienne pas demain une triste réalité. C'est de prendre conscience de notre fantastique potentiel. Alors oui, Marie est bien la première mère porteuse. Et l'affaire remonte à plus de 2000 ans, mais nous avons toujours la même rengaine, le même manque de recul. Nous nous voilons la face et nions une réalité évidente, et pourtant ô combien salutaire, en repoussant sans cesse cette question. En cet instant, ce que je vous demande, c'est d'être humain, fraternel. C'est de prononcer la relaxe de ma cliente, qui ne cesse de rêver à une tranquillité durement méritée, et de mettre en œuvre, par ce simple jugement, le premier rouage de notre complexe machinerie juridico-législative, afin que le nécessaire soit fait avant qu'il ne soit trop tard. Laissons-nous, tous et toutes, portés par ce vent, montant des tréfonds de notre pays et qui semble nous souffler, à première mère porteuse, première évolution bienveillante des mentalités. Traitant le sujet par la négative, Romain Guérin.